Les études sur l'hystérie de Breuer et Freud, parues en 1895, sont d'un grand intérêt historique pour l'histoire de la psychanalyse. C'est ce travail qui ouvrit la voie à la psychanalyse proprement dite, dont la méthode cathartique constitue, pour ainsi dire, l'échelon initial. Mademoiselle Anna O, le premier cas traité, était une patiente de Breuer, tombée malade après la mort de son père et qu'il soigna par la catharsis sous hypnose. Ainsi put-il libérer ses affects coincés. Les 4 cas suivants furent traités par Freud lui-même. D'un grand intérêt scientifique sont les 3 essais théoriques, la communication préliminaire de Freud et Breuer, de la théorie de Breuer et de la psychothérapie de l'hystérie de Freud. Le lecteur y trouvera en germe, à côté d'hypothèses depuis abandonnées par Freud, maints concepts qu'il devait développer par la suite quand il créerait la psychanalyse. Dans une communication préliminaire, nous avons en 1893 fait connaître nos essais d'une nouvelle méthode d'étude et de traitement des phénomènes hystériques. Ces considérations étaient suivies d'un exposé aussi concis que possible des points de vue que nous avions adoptés. Nous rééditons ici cette communication préliminaire en la présentant comme une thèse qu'il conviendra d'illustrer et de confirmer. Nous la faisons suivre d'une série d'observations de malades dont malheureusement le choix n'a pu être uniquement dicté par des considérations d'ordre scientifique. Les malades étudiés appartiennent toutes à un milieu instruit et cultivé, celui de notre clientèle privée. Cette étude nous a souvent fait pénétrer dans leur intimité et nous a permis de connaître leur existence secrète. Ce serait commettre un grave abus de confiance que de publier de pareilles observations en négligeant le risque de faire reconnaître les malades et de répandre dans leur milieu des faits confiés aux seuls médecins. C'est pourquoi nous avons renoncé à publier les observations les plus instructives et les plus convaincantes. Nous parlons évidemment là de cas où les relations sexuelles et conjugales prennent une importance étiologique. Il s'ensuit que nous avons rarement été en mesure de justifier complètement l'opinion que nous avons pu nous faire et qui est la suivante. C'est à la sexualité, source de traumatisme psychique et facteur motivant du rejet et du refoulement de certaines représentations hors du conscient, qu'incombe dans la pathogenèse de l'hystérie un rôle prédominant. Nous nous sommes vus obligés d'exclure de notre exposé justement les observations à contenu fortement sexuel. Une série de considérations théoriques fait suite aux histoires de malades et dans un dernier chapitre, nous avons décrit la technique du procédé cathartique telle qu'elle s'est développée entre les mains des neurologues. Si parfois le lecteur se trouve en face d'opinions divergentes, qui n'attribuent pas ce fait à l'instabilité des conceptions, ces contradictions sont dues aux différences d'opinions naturelles et justifiées de 2 observateurs qui, tout en partageant la même façon de voir sur les idées et les faits essentiels, ne sont pas toujours d'accord, touchant les interprétations et les hypothèses. Breuer et Freud, avril 1895. L'intérêt toujours croissant que suscite la psychanalyse paraît maintenant s'étendre jusqu'aux études sur l'hystérie. L'éditeur désire publier une nouvelle édition de cet ouvrage épuisé, bien que les vues et les méthodes exposées dans la première édition aient été profondément modifiées. Rien n'a été changé dans le texte. En ce qui me concerne personnellement, j'ai cessé de m'occuper activement de ce sujet, n'ai pris aucune part à son important développement et n'ai rien su ajouter aux données de 1895. C'est pourquoi je me contenterai de souhaiter que mes 2 chapitres contenus dans ce volume paraissent sans remaniement dans cette nouvelle édition Breuer. En ce qui me concerne, je trouve également que la seule solution possible était de reproduire le texte de la première édition sans y apporter de modifications. L'évolution, les modifications de mes vues au cours des 13 années de travail sont trop considérables pour que je risque, en les ajoutant à cet ancien exposé, d'en altérer entièrement le caractère. Au reste, je n'ai aucune raison de vouloir supprimer ce témoignage de mes premières opinions. Je ne les considère d'ailleurs pas comme erronées, mais simplement comme des tentatives pour aborder des concepts qui, après des efforts prolongés de ma part, ont fini par s'imposer. Le lecteur attentif trouvera en germe dans ce livre tout ce qui s'est ultérieurement ajouté à la théorie cathartique. Le rôle du facteur psychosexuel, celui de l'infantilisme, la signification des rêves et le symbolisme de l'inconscient. Le meilleur conseil que je puisse donner à toute personne qu'intéresse l'acheminement de la catharsis vers la psychanalyse est de commencer par les études sur l'hystérie et de suivre ainsi la voie que j'ai moi-même parcourue. Vienne, juillet 1908, Freud. Les mécanismes psychiques des phénomènes hystériques, communication préliminaire.
Une observation fortuite nous a amené à rechercher depuis quelques années déjà, dans les formes et les symptômes les plus divers de l'hystérie, la cause, l'incident qui a pour la première fois et souvent très loin dans le passé provoqué le phénomène en question. Dans la plupart des cas, un simple examen clinique, si poussé soit-il, ne réussit pas à établir cette genèse, en partie d'abord parce qu'il s'agit souvent d'un événement dont les malades n'aiment pas parler, et surtout parce qu'ils en ont réellement perdu le souvenir, et qu'ils ne soupçonnent nullement le rapport de cause à effet entre l'incident motivant et le phénomène. Il est généralement nécessaire d'hypnotiser les malades, et d'éveiller ensuite, pendant l'hypnose, les souvenirs de l'époque où le symptôme fit sa première apparition. C'est ensuite seulement que l'on réussit à établir de la façon la plus nette et la plus convaincante le rapport en question. Cette méthode d'investigation nous a donné dans un grand nombre de cas des résultats qui nous semblent précieux aux deux points de vue théorique et pratique. Au point de vue théorique, il montre que le facteur accidentel est bien au-delà de ce que l'on pensait déterminant dans la pathologie de l'hystérie. Quand il s'agit d'une hystérie traumatique, nous reconnaissons de façon évidente que c'est l'accident qui a provoqué le syndrome. Lorsque le traitant des hystériques, nous apprenons de leur bouche que lors de chacun de leurs accès, ils ont la vision hallucinatoire de l'incident qui a provoqué la première attaque. Nous apercevons nettement ici encore le rapport de cause à effet. L'état de choses reste plus obscur dans les autres phénomènes. L'expérience pourtant nous a enseigné que les symptômes les plus différents, qui passent pour être des productions spontanées, pour ainsi dire idiopathiques, de l'hystérie, ont avec le traumatisme motivant un rapport tout aussi étroit que les phénomènes si clairs à ce point de vue dont nous venons de parler. Nous avons réussi à retrouver les motivations de toutes sortes d'affections, névralgie, anesthésie les plus diverses et souvent très anciennes, contractures et paralysie, accès hystériques et convulsions épileptoïdes que tous les observateurs avaient prises pour de l'épilepsie vraie, petit mal et affections attiques, vomissements persistants, anorexie allant jusqu'au refus de toute nourriture, troubles de toutes sortes de la vue, hallucinations visuelles, toujours répétées. La disproportion entre le symptôme hystérique qui persiste des années et une motivation due à un incident unique est celle même que nous sommes habitués à rencontrer dans la névrose traumatique. Très souvent, ce sont des événements survenus dans l'enfance qui ont provoqué au cours de toutes les années suivantes un phénomène pathologique plus ou moins grave. Le lien est souvent si évident que l'on saisit parfaitement la raison pour laquelle l'incident considéré a justement créé tel phénomène et non tel autre. Celui-ci est donc ensuite clairement déterminé par sa motivation. Prenons l'exemple le plus banal, celui d'une émotion douloureuse survenue au cours d'un repas, mais que l'on a étouffé et qui par la suite provoque des nausées et des vomissements. Ceux-ci, de nature hystérique, peuvent persister des mois durant. Une jeune fille inquiète et angoissée qui veille au chevet d'un malade tombe dans un état de somnolence, pendant lequel lui vient une terrible hallucination, tandis que son bras droit pendant sur le dossier de la chaise s'engourdit. Une parésie de ce bras, avec contracture et insensibilité, se déclare. Elle veut prier et ne trouve plus ses mots, mais réussit enfin à dire une prière enfantine anglaise. Lorsque par la suite une hystérie très grave et très compliquée se développe chez elle, elle ne comprend plus que l'anglais, n'écrit plus que dans cette langue et cesse pendant 1 an et demi de comprendre sa langue maternelle. Un enfant très malade finit par s'endormir. Sa mère était fait l'impossible pour se tenir tranquille, pour ne pas le réveiller, mais justement à cause de cette décision, elle émet une sorte de claquement de la langue contre volonté hystérique, qui se répète ultérieurement à une autre occasion, où il faut aussi qu'elle se tienne parfaitement tranquille. Il y a alors production de tic sous la forme d'un claquement de langue, se reproduisant pendant toutes les années suivantes. Chaque fois qu'elle a un motif de s'énerver, un homme des plus intelligents assiste à l'opération subie par son frère sous anesthésie, une extension de l'articulation de la hanche. À l'instant précis où l'articulation cède en craquant, il ressent dans sa propre hanche une violente douleur qui persistera pendant toute une année. Dans d'autres cas, la connexion n'est pas aussi nette. Il n'existe plus, pour ainsi dire, qu'un lien symbolique entre le phénomène pathologique et sa motivation, un lien semblable à ceux que tout individu normal peut former dans le rêve, quand, par exemple, une névralgie vient s'ajouter à quelques souffrances psychiques ou des vomissements à un affect de dégoût moral. Nous avons pu voir des malades qui faisaient de cette sorte de symbolisation le plus grand usage. Dans d'autres cas, encore, une détermination de cet ordre n'est pas immédiatement compréhensible. C'est justement à cette catégorie qu'appartiennent les symptômes typiques de l'hystérie.
tels que l'hémianesthésie, le rétrécissement du champ visuel, les convulsions épileptoïdes. Nous nous réservons d'exposer notre point de vue dans un exposé plus détaillé. De semblables observations nous paraissent démontrer l'analogie existant au point de vue de la pathogénie entre l'hystérie banale et la névrose traumatique et justifier une extension du concept d'hystérie traumatique. Dans la névrose traumatique, la maladie n'est pas vraiment déterminée par une passagère blessure du corps, mais bien par une émotion, la frayeur, par un traumatisme psychique. Nous avons de façon analogue constaté que la cause de la plupart des symptômes hystériques méritait d'être qualifiée de traumatisme psychique. Tout incident capable de provoquer des affects pénibles, frayeur, anxiété, honte, peut agir à la façon d'un choc psychologique. Et c'est évidemment de la sensibilité du sujet considéré, et également d'autres facteurs dont nous parlerons plus tard, que dépendent les effets du traumatisme. Dans l'hystérie banale, il arrive assez souvent qu'il y ait non point un unique incident traumatisant, mais plusieurs traumatismes partiels, plusieurs motifs groupés qui ne deviennent actifs qu'en s'additionnant et qui se conjuguent parce qu'ils constituent des fragments de l'histoire d'une maladie. Ailleurs encore, ce sont des circonstances d'apparence anodine qui, par leur coïncidence avec l'incident réellement déterminant ou avec une période de particulière excitabilité, ont été élevés à la dignité du traumatisme, dignité qui ne leur appartenait pas mais qu'elles conservent désormais. Et en ce qui concerne la relation causale entre le traumatisme psychique motivant et le phénomène hystérique, il faut se garder de croire que le traumatisme agit à la façon d'un agent provocateur qui déclencherait le symptôme. Celui-ci, devenu indépendant, subsisterait ensuite. Mieux vaut dire que le traumatisme psychique est par suite son souvenir agissant à la manière d'un corps étranger qui, longtemps encore après son irruption, continue à jouer un rôle actif. Une preuve de ce fait nous est fournie par un phénomène extrêmement curieux et bien fait pour conférer à nos découvertes une grande importance pratique. À notre très grande surprise, nous découvrîmes en effet que chacun des symptômes hystériques disparaissait immédiatement et sans retour quand on réussissait à mettre en pleine lumière le souvenir de l'incident déclenchant, à éveiller l'affect lié à ce dernier et quand ensuite le malade décrivait ce qui lui était arrivé de façon fort détaillée et en donnant à son émotion une expression verbale. Un souvenir dénué de charge affective est presque toujours totalement inefficace. Il faut que le processus psychique originel se répète avec autant d'intensité que possible, qu'il soit remis in statum nascendi, puis verbalement traduit. S'il s'agit de phénomènes d'excitation, crampes, névralgie, hallucinations, on les voit une fois de plus se reproduire dans toute leur intensité pour disparaître ensuite à jamais. Les troubles fonctionnels, les paralysies, les anesthésies disparaissent également naturellement sans que leur recrudescence momentanée ait été perçue. Delboeuf et Binet ont nettement reconnu la possibilité d'un semblable traitement, comme le montrent les citations suivantes. Delboeuf, Le magnétisme animal, Paris 1889. On s'expliquerait dès lors comment le magnétisme aide à la guérison. Il remet le sujet dans l'état où le mal s'est manifesté et combat par la parole le même mal mais renaissant. Binet, Les altérations de la personnalité, 1892. Peut-être verra-t-on qu'en reportant le malade par un artifice mental, au moment même où le symptôme a apparu pour la première fois, on rend ce malade plus docile à une suggestion curative. Dans l'intéressant livre de Janet, L'automatisme psychologique, Paris 1889, on trouve l'histoire d'une guérison obtenue chez une jeune fille hystérique par l'emploi d'un procédé analogue au nôtre. On pourrait aisément soupçonner là quelques suggestions inintentionnelles. Le malade s'attendrait à ce qu'on le débarrassât de ses maux par ce procédé, et ce serait cette attente et non ces révélations verbales qui agiraient alors. Toutefois, il n'en est rien. La première observation de ce genre ayant eu pour objet un cas extrêmement complexe d'hystérie date de 1881, donc d'une époque pré-suggestive. L'analyse fut pratiquée de cette façon et les symptômes provoqués par des causes diverses furent isolément supprimés. Or, cette observation fut rendue possible par l'auto-hypnose spontanée de la malade et provoqua chez l'observateur le plus grand étonnement. Contrairement à ce que dit l'axiome, cessante cause cessat effectus, nous pouvons sans doute déduire que ces observations que l'incident déterminant continue, des années durant, à agir, et cela non point directement à l'aide de chaînons intermédiaires, mais directement en tant que cause déclenchante tout à fait à la façon d'une souffrance morale
qui, remémoré, peut encore tardivement à l'état de conscience claire provoquer une sécrétion de larmes. C'est de réminiscences surtout que souffre l'hystérique. Dans le texte de cette communication préliminaire, nous ne pouvons délimiter ce qui est nouveau et ce qui se trouve chez d'autres auteurs, tels que Moebius et Strumpel, ceux-ci ayant formulé sur l'hystérie des opinions analogues aux nôtres. C'est dans cette observation publiée à l'occasion par Bénédicte que nous avons trouvé les vues les plus rapprochées des nôtres. Nous en reparlerons ailleurs.